Alors dimanche, Paris et Berlin fêtaient donc les 60 ans du traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Alors pour rappel, le traité de l'Élysée, il s'agit d'un traité de coopération qui est destiné à sceller la réconciliation franco-allemande et qui prévoit notamment une coopération renforcée dans 3 domaines. Donc premièrement, l'éducation et la jeunesse, deuxièmement, les affaires étrangères, et troisièmement, la défense. Ce traité il prévoit notamment une concertation régulière entre les 2 pays pour parvenir autant que possible à une convergence des positions sur, on va dire, des grandes questions d'intérêt commun. Alors évidemment, cet anniversaire, ces 60 ans, ils étaient avant tout symboliques. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un anniversaire qui est fêté tous les 5 ans et donc il ne peut pas faire l'objet à chaque fois d'annonces tonitruantes. Une particularité cependant cette année, c'est que dans la foulée de cet anniversaire se tenait le Conseil des ministres franco-allemands qui réunit 1 à 2 fois par an les chefs d'État français et allemands ainsi qu'un certain nombre de ministres. Et ce Conseil des ministres était initialement prévu en juillet 2022, il avait été repoussé à 2 reprises, une première fois en juillet puis en octobre. Ce qui avait poussé la presse notamment à parler d'un divorce du couple franco-allemand et à pointer du doigt les divisions qui existent entre les 2 partenaires. Et ceci explique aussi pourquoi les 2 chefs d'État dimanche ont tenu à apparaître particulièrement unis et à éviter au maximum les sujets de crispation qui ne manquent pas, notamment dans le domaine de la défense et de l'énergie, mais on y reviendra. Et la déclaration conjointe à l'issue du Conseil des ministres était très attendue. Finalement, on peut considérer qu'elle est assez décevante. Elle contient très peu de propositions concrètes. Elle se contente avant tout de lister des défis communs qui se posent aux 2 pays, notamment dans le domaine de la défense, de l'économie, de l'énergie, de la transition écologique, du numérique ou encore des réformes des institutions européennes. Alors bien qu'elle soit prudente, cette déclaration contient tout de même des éléments intéressants et quelques annonces concrètes, notamment dans le domaine de la défense, de l'énergie et de la réforme des institutions européennes. Alors dans le domaine de la défense, la France et l'Allemagne rappellent bien évidemment leur soutien à l'Ukraine, même si on peut regretter l'absence de prise de position commune sur la livraison potentielle de chars à l'Ukraine. Un autre point important à souligner, c'est que les 2 pays réaffirment leur volonté de renforcer la capacité de défense européenne, la capacité de l'Europe à se défendre, notamment en soutenant l'émergence d'une base industrielle et technologique de défense européenne, c'est-à-dire d'une industrie de défense européenne, on peut dire plus ou moins consolidée, et ils soutiennent également les acquisitions en commun d'équipements au niveau de l'Union européenne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils rappellent en parallèle le fait que l'OTAN demeure la priorité en matière de défense du continent européen. Et là, on voit bien la recherche de compromis, cet équilibre à trouver en permanence dans les relations franco-allemandes avec les Allemands qui poussent davantage pour une défense qui passerait par l'OTAN et les Français qui appellent plutôt à la promotion d'une défense européenne. Un autre point, c'est l'annonce du renforcement de la coopération dans le domaine cyber et dans le domaine spatial, notamment autour du futur lanceur Ariane 6. Et les 2 pays réaffirment notamment leur préférence européenne en matière de vol institutionnel. Une autre annonce à retenir, c'est celle de la tenue d'un exercice naval conjoint à l'horizon 2024 en Indo-Pacifique. Et enfin, un point non négligeable, les 2 pays réaffirment leur volonté de progresser sur le projet de char franco-allemand, le MGCS, malgré la compétition industrielle qui ralentit l'avancée de ce projet. Ça, c'est ce qu'il en est pour les annonces dans le domaine de la défense. Dans le domaine de l'énergie, plusieurs annonces, la volonté d'accélération de la transition énergétique, notamment l'indépendance au gaz russe, la mise en place d'un groupe de travail
sur l'hydrogène, également l'adoption d'une feuille de route commune sur l'hydrogène et enfin le lancement d'un programme de recherche sur les nouvelles technologies de batterie. Et on notera le fait que les deux pays se sont bien gardés de mentionner certains sujets qui fâchent comme la potentielle réforme du marché de l'électricité en Europe. Et enfin, dans le domaine de l'UE, plusieurs annonces. Un engagement des deux pays, sans surprise, en faveur d'un élargissement de l'UE aux Balkans occidentaux, même si ne sont pas mentionnés ni l'Ukraine ni la Géorgie. Peut-être un point de divergence sur ce sujet. Scholz a notamment, lors de son discours à la Sorbonne dimanche, mentionné la Géorgie et l'Ukraine. Le fait qu'on ne les retrouve pas dans cette déclaration commune peut laisser entendre que la France ne soit pas forcément favorable dans un premier temps à cet élargissement. Autre annonce, une coopération renforcée en matière de réforme des institutions européennes, le fait que les deux pays soient favorables notamment à une réforme de la gouvernance économique européenne et enfin le fait de s'accorder sur un vote à la majorité qualifiée dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de politique étrangère et de sécurité commune, mais également de fiscalité. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le contexte actuel, le contexte géopolitique actuel en Europe représente un défi important pour la relation franco-allemande. En effet, l'Allemagne connaît des bouleversements sans précédent, une remise en cause de son modèle qui reposait jusqu'à présent sur trois piliers. Donc, le premier pilier sur un gaz russe peu cher, le second pilier sur une politique de défense plutôt dans la retenue et très dépendante des Américains, et le troisième pilier des liens commerciaux étroits avec la Chine. Ce bouleversement a conduit notamment à un tournant dans la politique de défense allemande qui connaît d'importants changements depuis le début de la guerre en Ukraine. Je pense notamment à l'annonce du fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr, également l'annonce de vouloir atteindre les 2% de dépenses de défense, une politique de livraison d'armes à l'Ukraine qui démarque par rapport à la politique de retenue des dernières années, ou encore la volonté que la Bundeswehr devienne la première armée conventionnelle en Europe. En parallèle, on assiste également à un basculement progressif du centre de gravité de l'Europe vers l'Est, qui devrait d'ailleurs s'accentuer avec l'élargissement à venir de l'Union européenne, notamment vers les Balkans occidentaux. Et ce basculement fait craindre à la France un certain isolement. Tous ces événements viennent donc perturber les équilibres préexistants dans la relation franco-allemande. Et les annonces successives allemandes sont perçues par la France comme une forme d'unilatéralisme. Alors si Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont appelé dans une tribune publiée vendredi, donc en amont de cette rencontre, à renforcer la souveraineté de l'Union européenne, la principale divergence qui demeure entre les deux pays, c'est sur la façon de parvenir à ce renforcement de la souveraineté. Pourquoi? Parce que la France et l'Allemagne n'ont pas du tout la même définition de ce que c'est que la souveraineté. La France défend l'idée d'autonomie stratégique, c'est-à-dire le développement de capacités de défense européennes, ce qui passe par le développement d'une industrie de défense européenne et par une préférence européenne en matière d'achat d'équipements. L'Allemagne, qui est de nature plus atlantiste, y voit une concurrence à l'OTAN et préfère l'idée de souveraineté stratégique qu'elle juge plus consensuelle. Et cette divergence, elle s'explique tout simplement par une différence de culture stratégique entre les deux pays qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même réalité politique, géographique, etc. et par une différence de relations aux États-Unis. Et cette différence, elle se ressent dans les choix récents de l'Allemagne, les choix d'équipement. En effet, la plupart des annonces récentes, ce sont des annonces d'achat d'équipements américains, que ce soit le F-35, que ce soit les avions de patrouille maritime P-8 Poséidon ou le possible achat d'hélicoptères de transport lourd Chinook. Au détriment donc de l'industrie de défense européenne et donc aux grandes dames de la France qui auraient souhaité que ce fonds spécial de modernisation serve avant tout à développer l'industrie de défense européenne. Mais pour autant, cette situation en soi n'a rien d'anormal ni d'inquiétant. La France et l'Allemagne ont toujours connu des divergences dans leur histoire sans pour autant que cela ne remette en question la pertinence de cette relation. Et au contraire, l'existence de telles divergences implique de maintenir justement un niveau de dialogue et de coopération élevé pour parvenir autant que possible à une vision commune
sur les principaux défis auxquels sont confrontés les deux pays, mais également l'Union européenne dans son ensemble.